tous. Merci encore à ceux qui ont follow. Merci beaucoup. Merci aussi pour les dons. Ça fait plaisir. Ce soir, nous allons reprendre au chapitre 15. Plus de temps à perdre. Matt était en garde, le fleuret devant lui, prêt à fouetter son adversaire. La grande salle d'armes sentait le bois de santal. Tous les regards convergeaient vers le combat qui se préparait. Pour le tester, le chef des guerriers l'avait fait affronter deux garçons pas maladroits que Matt avait vaincus facilement et rapidement. Les deux garçons avaient la même tactique, se servaient de leur force. Frapper un coup sec à la base du fleuret pour l'écarter, puis profiter de la surprise pour fondre sur leur proie et la toucher de leur lame en bois. Sauf que Matt n'avait pas bronché. Le coup brutal sur son arme ne l'avait nullement perturbé et avait encore moins ouvert sa garde. La stratégie s'était même retournée contre les deux guerriers qui, emportés par leur élan, étaient venus s'embrocher sur Matt. Depuis la tempête, il n'était assurément plus le même. Il ne se reconnaissait pas, à vrai dire. Téméraire, efficace et prompt à s'attaquer aux situations de stress. Lui qui s'était rêvé ainsi dans ses parties de jeu, de rôle, mais qui craignait les brutes de son collège. Sa personnalité s'était métamorphosée. Il se souvenait des premiers jours après la tempête, la peur, les pleurs, la fuite de New York, la violence, loin des scènes épiques de ces jeux de rôle qu'il affectionnait tant à l'époque. Il s'interrogeait souvent sur la nature de ce changement. Était-ce la tempête qui l'avait révélé ou l'avait-elle totalement transformé? À présent, Matt devait faire preuve d'intelligence. Il ne pouvait poursuivre sur cette voie sans éveiller les soupçons sur sa force anormale et, dans le même temps, il ne souhaitait pas perdre cet affrontement. Il savait qu'une partie du respect de l'Assemblée se gagnerait là. S'il était admiré et craint, il serait plus vite accepté, ou en tout cas obtiendrait plus facilement renseignements et aide. Le prêteur en face de lui, qui répondait au doux nom de Putratz, fit démouliner avec son fleuret, promenant la pointe dans les airs, exerçant son jeu de jambes, sans que Matt sache si c'était pour l'impressionner ou pour se jeter sur lui au moment voulu. Matt ne voyait pas très bien avec le casque qu'il était obligé de porter. Une sorte de noix géante, ouverte d'un côté, dans laquelle des trous étaient percés pour les yeux. Soudain, Putratz lança sa jambe en avant et poussa sur l'autre pour tenter une feinte. Le bras tendu, la pointe file
sa riposte vers les flancs de Putrats, il sentit une grosse main lui attraper le bas du casque et le repousser en arrière. Déstabilisé, Matt voulut reprendre son équilibre, mais sa cheville fut aussitôt accrochée et il bascula sur le dos. Putrats, n'obéissant à aucune règle, il venait de lui faire un croc en jambe. Le souffle coupé par la chute, Matt s'attendait à voir son adversaire reculer en s'excusant, au lieu de quoi il leva son fleuret pour l'abattre violemment vers lui. Matt roula sur plusieurs mètres, des coups de fouet claquèrent pendant que Putrats terrassait le parquet de ses puissants assauts qui manquaient Matt de peu. Putrats perdit de précieuses secondes à ajuster son casque afin de mieux viser. Matt se redressa sur un genou, para l'assaut suivant, faisant racler les 2 lames de bois jusqu'aux gardes rondes qui s'entrechoquèrent. Puis il allait se relever totalement lorsque Putrats lui colla une claque monumentale qui résonna dans tout le casque. Matt chancela, le fleuret ennemi se souleva dans les airs, tournoya et s'abattit en sifflant, droit vers le visage de Matt. Sans réfléchir, le jeune adolescent brandit son arme de toutes ses forces pour parer le coup. Le fleuret de Putrats se brisa net sous l'impact et celui de Matt vint se casser contre le casque du bonhomme qu'il fendit en 2. Ce qui restait de la lame de Matt craqua contre le front de Putrats, entaillant la peau et ouvrant une longue estafilade sanglante. Matt lâcha aussitôt son épée et se précipita vers lui en s'excusant. Le chef des guerriers repoussa Matt. « Il n'a ce qu'il mérite, aboya-t-il. Recule. Tu es sacrément costaud, dis donc. Comment fais-tu ? J'ai eu peur, c'est tout. » Le chef lui lança un regard soupçonneux, puis hocha mollement la tête. « Si tu le dis, quoi qu'il en soit, tu n'es pas maladroit. Il te manque de la technique, mais tu as l'agilité et la force pour toi. Viens, je vais t'apprendre des bottes. » Le chef attrapa un fleuret en bois dans leur atelier et le lança à Matt. « Où as-tu appris à te battre ? » demanda celui-ci. « Je pratiquais l'escrime avant. » « Avant, tu veux dire avant la tempête ?» Le chef haussa les épaules, mal à l'aise. « Allez, mets-toi en garde, » ordonna-t-il. Matt le jugea quelques secondes. Un grand garçon d'environ 16 ans, cheveux verts et regard d'émeraude, d'où aucune émotion ne transparaissait. Difficile de dire s'il fallait espérer son assistance ou s'en méfier. Puis il se mit en position.
J'ai du nouveau, annonça Ambre aussitôt. À propos de cette porte dans la bibliothèque. Personne ne souhaite en parler. C'est un sujet tabou et ils ont bien insisté pour que non seulement je change de sujet, mais que je ne l'approche pas. Seule une des filles, la plus bavarde, a accepté de m'en dire un peu plus. C'est là qu'ils entreposent leurs secrets. Raison de plus pour y aller, affirma Matt. Il y a un problème, continua Ambre. Apparemment, il y aurait une sorte de gardien. Comment ça, une sorte? Intervint Tobias. Quel genre de gardien? Je l'ignore. Elle est restée évasive. Sauf que j'ai bien vu la chair de poule sur ses bras quand elle a prononcé le mot gardien. C'est alors que j'ai repensé à hier soir, lorsque nous avons quitté la forêt de bambou. Faïlis a porté un sifflet à ses lèvres et lorsqu'elle l'a actionné, toute la forêt a changé. Quelque chose s'est mis à y bouger. Comme une surveillance. Je pense que c'est le même genre de gardien. Il nous faut ce sifflet, annonça Matt. Tobias roula des yeux, nettement moins déterminé que son ami. Et s'il n'y a aucun rapport avec le gardien de la porte, je doute qu'ils en aient plusieurs. C'est certainement la même créature. De toute façon, nous ne pouvons plus attendre. Ambre avala sa bouchée de viande qui ressemblait à du thon mi-cuit et leva devant elle la cuillère en bois avec laquelle elle mangeait. Toute expérience est enrichissante. Nous avons beaucoup à apprendre parmi les chloropemphiles. Nous devons nous organiser pour quitter cet endroit, insista Matt en se penchant. Ce soir, nous prendrons le sifflet à Faïlis. Ce n'est pas comme ça qu'on se fera accepter et aider, protesta Ambre. Qui a dit qu'il le saurait? Nous allons nous introduire dans sa chambre, lui emprunter le sifflet, et avant qu'elle ne se réveille, il sera de retour, ni vu ni connu. Ambre ne dissimula pas son manque d'enthousiasme pour ce plan. Elle termina son repas en silence et retourna travailler à la bibliothèque, rongée par le doute. Ce plan n'était pas bon. Le soir, ils dînèrent en compagnie de Torshan, qui leur posa 1000 questions sur leur première journée d'indépendants parmi la communauté. Si Ambre et Matt répondirent évasivement, préférant savourer leur repas chaud, Tobias, lui, manifesta un enthousiasme non fin. Il connaissait déjà par cœur le nom des mâts, les différentes parties d'un navire, et se proposa même de faire la démonstration des nœuds qu'il avait retenus. Satisfait, Torshan embrassa tout le paysage qui s'étendait depuis la terrasse de leur habitation. Vous allez rapidement vous rendre compte qu'il n'y a aucune raison de quitter le nid une fois qu'on y est. Sauf si ça n'est pas chez nous, ne put s'empêcher de dire Ambre. Torshan
Je crois que j'ai repéré tous les postes de surveillance. Ils sont essentiellement tournés vers l'extérieur du nid. Nous ne devrions pas avoir de problème pour atteindre la chambre de Phyllis. Je continue à penser que c'est une mauvaise idée, protesta Ambre. Nous ne devrions pas foncer tête baissée. Mon instinct me dit de nous méfier d'eux. Ils cachent quelque chose. S'ils étaient si sympas et ouverts que ça, ils nous auraient déjà rendu nos armes. Je n'attendrai pas une nuit de plus. C'est ainsi qu'à minuit passé, ils arpentaient les escaliers et les terrasses du nid pour s'approcher des appartements de Phyllis. Dans l'après-midi, Matt avait visité tous les points de contrôle pour se familiariser avec la sécurité du nid et prit soin de les contourner. À l'intérieur des arbres, la substance molle se mettait à briller dès qu'ils s'approchaient, les vibrations de leurs pas les activant instantanément. Ils s'arrêtèrent devant une porte ronde. « Je crois que c'est ici, » expliqua Matt. « Du moins, c'est là que je l'ai vu entrer. »« Tu l'as suivi ?» s'étonna Ambre. « Rapidement, en fin d'après-midi. »« Mieux vaut avoir pour ami que pour ennemi, » lâcha la jeune fille en haussant les sourcils. Matt posa la main sur la poignée, le cœur cognant contre sa poitrine. Il la tourna et poussa doucement. La porte n'était pas fermée à clé. Elle tourna sur ses gonds. Matt se tordit le cou pour inspecter la pièce. La lumière du couloir lançait une lueur argentée sur un grand bureau, une armoire grossière et ce qui ressemblait à un pied de lit. Il entra pour découvrir la forme de Phyllis entortille sous les draps. Le sifflet, il faut que je trouve ce fichu sifflet. Matt se faufila derrière le bureau en guettant les réactions de Phyllis. Elle ne bougeait pas. Ouvrir les tiroirs risque de faire du bruit, pesta-t-il en silence. Derrière lui, Tobias s'engagea dans l'appartement à son tour. Ensemble, ils inspectèrent le bureau, les étagères, et Matt approchait de l'armoire lorsque Tobias lui tapota l'épaule pour lui montrer la table de chevet. Le sifflet y était posé. Tobias allait s'élancer quand Matt le saisit par le bras pour l'en empêcher. À son tour, il pointa du doigt un petit morceau de substance molle dans une coupelle posée sur la tablette. S'il s'approchait à moins de 2 mètres, les vibrations risquaient. Bonsoir à toi, Hugo Corp. Les vibrations risquaient de l'activer. On ne peut pas avancer davantage, murmura Matt à l'oreille de son compagnon. Merci. Tobias se tourna vers le seuil et fit signe à Ambre de venir. Celle-ci obtempéra en faisant la moue. Peux-tu guider le sifflet
Si je peux les distinguer, certainement. Laisse-moi regarder. Ah, je ne vois rien. Il va nous falloir de la lumière. Tobias se précipita vers les tables et avant même qu'il ait pu se saisir d'une des coupelles de substance molle, celle-ci entra en résonance avec son déplacement et s'illumina. Il la porta jusqu'à la jeune fille qui put reprendre son inspection. Je ne sais pas comment faire, mais je suppose que si je pousse tous les loquets dans un sens, ça devrait marcher. Il y eut plusieurs clics successifs et soudain la porte s'entr'ouvrit. Les trois visages s'observèrent sous la lumière spectrale de la substance molle. Le moment de vérité, dit Matt avec moins d'assurance qu'il ne l'aurait voulu. Chapitre 16. Le secret des chloropamphile. L'alliance des trois avançait dans un couloir étroit. Matt en premier. Quand est-ce qu'il faut utiliser le sifflet? S'inquiéta Tobias. Je pense qu'on le saura en le voyant, répondit Matt sans ralentir. Ils entrèrent dans une pièce au cœur de l'arbre, ouverte en son milieu d'un grand trou sur la forêt. Un système complexe de poulies, de molettes et une interminable bobine de cordage plus haute que Matt occupait le tiers arrière de la salle. Tobias se pencha au-dessus du puits. Oh, fit-il en se reculant aussitôt, ça file tout droit vers les profondeurs, on dirait. La corde retenait une petite nacelle en bois, à peine de quoi y tenir à droit. Ambre secoua vivement la tête. Je ne descends pas là-dedans. Il va bien falloir pourtant, annonça Matt, sans l'ombre d'une hésitation. La nacelle craqua de toutes parts lorsqu'il monta dedans, en écartant le battant mobile qui servait de porte. Peut-être qu'on ferait bien de revenir avec des armes, proposa Tobias. Matt toisa ses amis. Vous vous êtes passé le mot ou quoi? Allez, nous n'aurons peut-être pas de seconde chance. Sur quoi il commença à défaire le nœud de corde qui arrimait la nacelle contre le bord du puits. Tobias grappa en se tenant fermement au rebord et il s'assit immédiatement sur le banc circulaire. Ambre soupira. Matt lui tendit la main. Allez, viens, tu sais que sans toi, on est des gamins paumés, pas vrai? Si tu crois m'avoir avec ton charme puéril, je te le dis tout de suite, je monte parce que je ne supporterai pas d'ignorer ce qu'il s'est passé si vous ne remontez jamais. Matt eut un pincement au cœur. Qu'entendait-elle par charme puéril? Le mot ne lui plaisait pas du tout, mais ayant plus important et urgent à régler, il finit de libérer les amarres et s'assit avec ses compagnons avant d'actionner l'unique levier de commande. Les mécanismes dans leur dos lancèrent des cliquetis et les rouages s'ébranlèrent tandis que la frêle embarcation se mit à descendre. Elle sortit du tronc gigantesque par le cœur de ses racines,
Tobias tenait la coupelle de substance molle devant lui, tel un trésor. Ce fut seulement à cet instant qu'il réalisa que la forêt en dessous d'eux était éclairée. « Regardez, s'écria-t-il, il y a des centaines de lumières partout. » Ce n'est pas de la substance molle en tout cas, remarqua Ambre. Des glands de la taille de ballons de rugby diffusaient une clarté verdâtre très vive. Les trois adolescents contemplaient l'incroyable spectacle. Des milliers de branches dessinant un gouffre sans fin, circulaire, de plus de 10 mètres de diamètre, jalonné par ces gousses éclairantes. Soudain, les murs de feuilles s'agitèrent, un frémissement parcourut la forêt et quelque chose glissa le long d'une racine pour s'enfoncer en même temps que la nacelle. « J'ai vu une forme là, » cria Tobias, « une créature énorme. Siffle, Matt, siffle. » Matt prit le sifflet dans sa poche et l'observa un instant. Taillé dans le bois, il était fin et long, presque comme une flûte. Le feuillage fut secoué tout près des trois explorateurs. Matt porta le sifflet à ses lèvres et souffla dedans. Un son léger, creux, s'envola et, aussitôt, les mouvements dans la forêt s'interrompirent. Les épaules de Tobias se décontractèrent et il s'épongea le front à l'aide de son bras. « D'habitude, je suis curieux, avoua-t-il, mais cette fois, je vais me réjouir de ne pas savoir de quoi il s'agit. » La nacelle continua sa descente de plus en plus vite. La vitesse leur projetait les cheveux en arrière et ils se cramponnaient au banc. « Il y a moyen de ralentir, » s'écria Ambre par-dessus le vent. Matt abaissa le levier de moitié et la nacelle perdit de la vitesse. Le puits semblait sans fin. Lorsque Matt leva la tête, il ne distingua plus l'immense arbre dont il venait. Rien d'autre qu'une cheminée gigantesque, délimitée par des fruits lumineux et palpitants. Puis, avant que Matt ne commande quoi que ce soit, la nacelle se mit à freiner jusqu'à s'immobiliser brusquement. Aucun gland lumineux ne brillait plus depuis une centaine de mètres. Seule la substance molle apportée par Tobias les éclairait. Matt leva et inspecta la corde qu'il retenait, parfaitement tendue. « Elle est coincée ?» demanda Ambre, anxieuse. « Je ne crois pas. Toby, éclaire par là, tu veux bien ?» Une branche apparut tandis que le jeune garçon s'exécutait, puis le sol, moins d'1 mètre plus bas. « Nous y sommes !» s'exclama-t-il. « Nous sommes arrivés tout en bas. » Non, mais vous imaginez la longueur et la résistance de cette corde. J'imagine surtout les dangers qui nous guettent, répliqua Ambre. J'ignore comment ce truc fonctionne, mais il serait bon de s'y intéresser pour remonter. Matt ouvrit la porte battante et se laissa tomber sur la terre ferme. Les chlorophomphiles n'ont pas construit tout ça pour rien,
paraissait bien loin à cause de la végétation et fut surpris de la constater légère. Vous sentez le sol? Demanda Ambre. Il n'est pas normal. Tobias s'agenouilla et fouilla la terre du bout des doigts pour révéler une croûte de béton. En effet, quelque chose existait ici avant la tempête, quelque chose qui n'a pas complètement disparu. Éclaire un peu par là, fit Matt. Tobias approcha son cube de lumière et un mur apparut, dans lequel s'ouvrait une porte en bois haute de plus de 5 mètres. Un bâtiment colossal s'enfonçait dans les branches et les feuilles noires, enseveli sous une épaisse chevelure inextricable. C'est ça le secret qu'il cherche à tout prix à protéger, s'étonna Tobias. Entrons, commanda Matt en poussant le battant qui grinça. Ils traversèrent un immense hall de marbre couvert de poussière et de terre, où un escalier tout aussi démesuré faisait courir ces arabesques de part et d'autre de la salle. Impressionnant, commenta Tobias sur le même ton respectueux qu'il y aurait eu pour une cathédrale. Où est-ce qu'on est? Une dizaine de vers luisants, volants, surgirent des étages pour plonger autour des 3 adolescents, formant un bouquet de petites diodes bourdonnantes avant de disparaître à toute vitesse dans les coursives latérales. Matt marcha jusqu'à l'escalier et gagna l'étage lentement en prenant soin de demeurer silencieux. Du balcon, il ne distinguait plus le rez-de-chaussée, maintenant que Tobias était à ses côtés. Alors, il s'engagea dans un long couloir de baies vitrées. Au-delà du verre régnaient les ténèbres. Parfois, quelques ronces noires plaquaient sur les vitres, comme des tentacules cherchant à pénétrer les lieux. Ils découvrirent une enfilade de salles désertes, puis ce qui ressemblait à des chambres. Les sommiers ne portaient plus de matelas et les armoires étaient vides. Au moins, on sait où ils s'approvisionnent en matériel, commenta Matt. Ambre approuva et ajouta: cet endroit me fait penser à une école, avec son internat. Oubliant un instant les nouvelles règles de politesse, Tobias se tourna vers la jeune fille. Tu étais dans un internat, toi? À la grande surprise du garçon, Ambre répondit: oui, c'est même moi qui l'ai demandé. J'ai voulu aller en internat, mais pourquoi? Crois-moi, lorsque tu réalises que ta mère ne quittera jamais l'épave qui lui sert de compagnon, malgré sa violence, tu deviens prêt à tout. Je détestais mon beau-père. Tobias scruta la jeune fille dans la pénombre. Elle était en colère. Ce n'est pas une école, affirma Matt. Regardez. Il posa son index sur une plaque dans le couloir. Une succession de lettres et de flèches se superposaient entre 2 fenêtres. Admission, salle de repos, salle de jeu, salle des parents, et plus bas, infirmerie A2.
Mais oui, s'écria Ambre, bien sûr. Dorchan nous en a parlé. Nous étions les faibles, a-t-il dit, et la tempête a changé tout cela. C'est ça leur secret, répéta Tobias déçu. C'est pour ça qu'ils se connaissaient tous avant la tempête. Et l'hôpital les a transformés en chloropanphile. Ambre secoua la tête tandis que l'escadrille de fer luisant tournoyait à nouveau derrière eux. Des organismes vulnérables très sensibles. Voilà ce qu'ils étaient. Les effets de la tempête ont été plus puissants sur eux que sur nous. La tempête a bouleversé la génétique de la végétation, rappela Matt, pour qu'elle se développe plus vite, qu'elle soit plus forte pour lui rendre à sa place. Au passage, notre propre génétique a pris du grade pour accélérer notre développement, nous donner une chance de survie. C'est l'altération. Il faut croire que les enfants malades ont été si réceptifs qu'ils ont pris un peu des deux. En quoi c'est un secret? Ils devraient plutôt en être fiers, s'étonna Tobias. J'imagine qu'ils ne veulent pas évoquer leur passé de malade, déclara Ambre. Avant la tempête, ils étaient à part et fragiles. Maintenant, ils sont encore à part mais puissants. Ils sont en phase avec la nature, beaucoup plus que nous ne le sommes. Rappelez-vous ce qu'ils racontent. Ils ont l'impression d'avoir été choisis. Parler de leur passé, se avouer leur ancienne faiblesse, ce doit être douloureux. Matt avait ramassé des documents jaunis qui traînaient sur le sol. Il les leva devant lui. C'est l'un des plus grands hôpitaux pour enfants du monde. C'est pour ça qu'ils sont si nombreux au nid. Non mais vous imaginez, plus de 600 pans en phase, avec le vent, avec les arbres, capables de prouesses physiques et intellectuelles hors normes. Quel avantage ça pourrait nous donner contre les cyniques? Tobias ricana. Eh bien là, tu peux toujours rêver. Déjà qu'ils ne veulent pas nous laisser repartir, si tu crois pouvoir les convaincre de venir se battre pour nous protéger, tu te fourres le doigt dans l'œil. Toby a raison, fit Ambre. L'inverse serait mieux. Il faudrait que tous les pans puissent venir au nid pour être en sécurité, loin des cyniques. C'est trop petit, et jamais les chloropamphiles ne nous accepteraient, modéra Matt. Ils sont un peu spéciaux, faut le reconnaître. À en croire les élus de l'arbre ou je ne sais quoi. N'empêche qu'ils sont de drôles de boules de lumière, dit Tobias. Peut-être qu'ils sont vraiment les élus. Élus de quoi? On te laisse pas abuser. Ne te laisse pas abuser par leur folklore. Personne n'est élu. Il n'y a que des poignées de survivants qui ont encaissé les effets surpuissants de la terre à leur manière. Les adultes, les enfants et la nature qui reprend ses droits. Les vers luisants s'immobilisèrent brusquement, puis filèrent vers le plafond pour disparaître dans une profonde fissure. L'alliance des trois demeura en alerte, surpris par cette fuite brutale. On dirait que quelque chose est entré dans le bâtiment, murmura Ambre. Moi aussi,
J'ai cru l'entendre, avoua Tobias. Ok, on sort, lança Matt en se précipitant vers le couloir. S'ils se sont rendus compte qu'on leur a volé le sifflet, protesta Ambre, ce sera fichu pour la confiance. Ils se dirigèrent vers le balcon et ralentis sur les derniers mètres. Aucune lumière ne brillait en bas. Pourtant, je vous jure que j'ai entendu du bruit, insista Ambre en chuchotant. Tobias se pencha par-dessus la rambarde de pierre, le bras tendu dans le vide pour illuminer le hall de sa substance molle. Sur le coup, il ne vit rien de particulier. Le marbre couvert de poussière, la grande porte d'entrée, puis il leva son regard. De gigantesques araignées, aussi volumineuses que des voitures, étaient suspendues dans les lustres. Elles s'attendaient à la même hauteur que l'alliance des trois, leurs gueules monstrueuses pavées, leurs six yeux globuleux et visqueux les fixaient. Passionnés par ce spectacle appétissant, les gélissaires s'entr'ouvrirent pour laisser apparaître des bouches pleines de filaments. La substance molle. Bonsoir, lis mon message. Les substances molles se mirent à trembler de plus en plus, et soudain la coupelle glissa des mains de Tobias. Leur unique source de lumière commença à disparaître, plongeant les trois adolescents dans les ténèbres en compagnie de créatures terrifiantes. Puis le cube de lumière argentée s'immobilisa dans les airs, tandis que la coupelle se brisait bruyamment dans le hall. Avant de faire le chemin inverse à toute vitesse, jusque dans la main d'Ambre. Ce fut le déclic. Matt attrapa Tobias par le manteau et le tira pour sprinter. Aussitôt, les deux araignées bondirent sur le balcon et le jeune garçon comprit qu'elles étaient juste dans son dos en percevant le bruit mou de leur corps flasque contre le sol. Matt courait aussi vite qu'il le pouvait, bientôt dépassé par Tobias, Ambre à 1 mètre derrière. Les pattes des araignées s'agitaient tout près, martelant le sol sur un rythme infernal. Matt n'avait aucune arme. Il ne tiendrait pas longtemps avant d'être des proies. Il avisa son environnement sous l'éclairage agité que tenait Ambre. Lance d'incendie, placard rouge, porte des chambres, placard rouge. Matt se précipita dessus, planta son coude dans le verre sécurite et s'empara de la hache d'incendie qu'il leva devant lui en faisant face aux deux abominations. La première se jeta immédiatement sur lui. Matt frappa aussi fort qu'il put. L'acier s'enfonça dans les chairs tendres, trancha les cartilages et vint cogner contre le carrelage en tintant. Une odeur nauséabonde s'échappa du corps fendu en deux. La seconde araignée, plus prudente, tenta de saisir Matt avec la griffe qui terminait ses pattes velues. Le garçon sauta en arrière et
gémit Ambre. Matt releva la tête pour apercevoir de l'agitation au bout du couloir. Le hall était envahi d'araignées. Les cris de leurs congénères les avaient alertés. Il y en avait tellement que pendant une seconde, Matt crut que les murs bougeaient et toutes se précipitaient sur eux. Chapitre 17. Action et conséquences. Matt lâcha la hache et ils se remirent à courir aussi vite que possible, glissant dans les virages, sautant les marches, enfonçant les portes coupe-feu, plus qu'ils ne les poussaient. Tobias dérapait sur le carrelage pour prendre un virage lorsqu'une fenêtre toute proche explosa et deux longues pattes surgirent pour tenter de le saisir. Il parvint à éviter les griffes en roulant au sol. Le plafond se mit à grincer. Elle les suivait également par l'étage supérieur. Elles étaient partout. Ils débouchèrent dans une vaste salle pleine d'étagères à moitié vides. La bibliothèque. Ils n'eurent pas le temps de reprendre leur souffle qu'une araignée, bientôt imitée par d'autres, jaillissait sur les rayonnages qui commencèrent à basculer les unes après les autres. Toutes les rangées s'écroulèrent comme un jeu de dominos géant. Ambre, Tobias et Matt fusaient vers le centre de la pièce en essayant d'aller plus vite que les meubles qui vacillaient de part et d'autre. Les araignées bondissaient dans les hauteurs, nullement gênées par les mouvements des bibliothèques qui se propageaient telle une vague. Plusieurs fenêtres volèrent en éclats. Matt comprit qu'ils ne pourraient aller plus loin. Ils allaient se faire encercler. Il fallait combattre. Il y en a trop. Jamais on ne pourra toutes les repousser. Les trois adolescents ralentirent et se mirent dos à dos pour faire face au danger. Ils étaient partout, au plafond, sur les murs, dans les allées. Des dizaines d'araignées approchaient en même temps, stridulantes. Quelque chose fendit l'air et l'une des créatures s'effondra, terrassée sur le cou, puis une autre. Un groupe de guerriers chloropemphiles se tenait près des fenêtres brisées, arc tendu et lance en main. Matt fut stupéfait. Ils étaient si bien organisés qu'une demi-douzaine d'entre eux parvenaient à tenir en respect 20 puis 30 araignées. Dorjan était parmi eux. Il leur fit signe d'accourir. Une fois à leur niveau, Ambre voulut s'excuser. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne voulions. Ce n'est pas le moment. Venez, suivez-moi. Il les entraîna par les fenêtres du premier étage jusqu'à un large balcon. Plusieurs sphères de bois semblables à celles qu'ils avaient remontées la première fois flottaient au niveau de la balustrade, sous la protection des guerriers chloropemphiles. Ils se hissèrent à l'intérieur et en moins d'une minute, toute l'unité fut évacuée. Le bruit de l'ascension détendit Matt, le frottement des branches, la sensation de vertige et les craquements de la sphère. Tout cela le rassura. Il se tourna vers Dorjan, qui, par
nous aviez pas tout dit. Dorshan l'ignora, le regard fixé dans le vide, et Matt comprit qu'il ne servait à rien d'insister. Ils retrouvèrent le navire amiral des chloropamphile, le vaisseau matrice, d'où les nacelles étaient lancées, puis furent débarqués sur le quai. Et bonsoir, mes juseaux, à mort. Bonsoir. Et faire des Mercurio 73. Puis furent débarqués sur le quai où les attendaient plus de 50 personnes au visage fermé. Me too, I don't speak English very well. Buongiorno, mes juseaux. Brusquement, Matt réalisa que les gardes autour d'eux n'étaient plus là pour les protéger, mais pour les escorter. La foule s'écarta et Orlandia, la grande capitaine, apparut. Expression dure et regard de braise. Goodbye. Vous avez commis un acte de trahison, lança-t-elle. Aussi êtes-vous désormais nos prisonniers. Le Conseil des femmes se réunira demain soir pour statuer sur votre sort. Garde, emmenez-les. Avant que Ambre puisse répondre, les soldats en armure de chitine les poussaient brutalement vers les hauteurs jusqu'à une série de petites pièces en bois suspendues par des cordes au-dessus du vide. Les trois furent séparés, chacun dans sa cellule, avant que les gardes ne s'éloignaient. Le voilà, soupira Ambre à travers les barreaux de la porte. Bon, d'accord, dit Tobias, on a fait une bêtise. I don't understand. Bon d'accord, dit Tobias, on a fait une bêtise, mais il ne faut pas nous laisser là-dedans jusqu'à demain soir tout de même. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, d'après vous? Demanda Matt. Tobias, l'imagination toujours fertile, fut le plus prompt à proposer. Nous donner à manger et à l'une des créatures immondes qui vivent sous la mer sèche. Sans blague, vous croyez qu'ils vont nous tuer? Ce n'est pas leur genre, répliqua Ambre. Par contre, ils pourraient nous bannir, comme ce garçon que nous avons vu le premier jour. Ce serait nous condamner à mort, fit Matt d'un ton lugubre. Nous le savons désormais, la forêt aveugle est impossible à traverser par le bas, trop dangereux. Je crois qu'il faut se préparer à plaider notre cause. Que sait-on de plus qui pourrait nous servir? Nous savons que nous avons été trop loin, déclara Ambre, que nous n'avons pas voulu leur faire confiance, alors qu'ils nous ouvraient leurs portes. Nous les avons trahis. Franchement, il n'y a aucune excuse à se chercher. C'était une mauvaise
lâcha Ambre agacée. Je crois que nous avons suffisamment agi bêtement. Ils se turent, chaque garda le silence et s'allongea sur la paillasse qui leur servait de lit. Malgré leur tardive, aucun d'eux ne trouva le sommeil. Ils songeaient à ce qu'ils avaient fait et plus encore à ce qu'ils allaient devenir. Au petit matin, l'agitation du nid les réveilla. Courbaturés et encore épuisés, on leur apporta un repas constitué de fruits et d'un bouillon épais sans un mot. La journée ne leur offrit aucune visite, et lorsque le soleil vint se coucher sur l'horizon de la mer sèche, l'alliance des trois songea au conseil des femmes qui se rassemblaient au même moment pour décider de leur sort. Les lumières argentées illuminèrent la ville dans et autour des grands arbres, puis, peu à peu, elles s'éteignirent pour plonger le nid dans la torpeur de la nuit. Soudain, une lanterne apparut au bout de la passerelle et une silhouette enveloppée d'un grand manteau à capuche se glissa jusqu'au cachot. Elle s'accroupit à leur hauteur et chuchota. « Vous serez bannis demain matin. Je vous ai défendu comme mes sœurs, mais c'était peine perdue. » Le halo de la lanterne caressa les traits de son visage. Clémentisse. Vont-ils nous rendre notre matériel, nos armes, répondit Matt. Je l'ignore. Vous serez obligés de descendre dans les profondeurs. Alors, nous allons mourir, n'est-ce pas? Fit Tobias, d'une petite voix craintive. Clémentisse ne répondit pas. Elle garda le silence un moment, puis ajouta: Je sais que vous n'avez pas agi en pensant à mal. Hélas, le conseil a décidé qu'on ne pouvait plus vous faire confiance, que vous étiez une menace pour notre équilibre et notre sécurité. Ambre sortit de sa réserve pour dire: Je comprends, vous nous avez ouvert vos portes et nous avons enfoncé celles qui ne devaient s'ouvrir qu'avec le temps, rien que pour satisfaire notre curiosité. Notre comportement est inacceptable, et pourtant vous avez pris des risques en venant nous chercher en bas. Jusqu'au conseil de ce soir, vous faisiez partie de notre communauté, et nous ne laissons jamais tomber les nôtres. Oh. Pas trop, ça va quand même. Il y a pire. Elle hésita avant d'ajouter: Il y a une dernière chose que vous devez savoir. Si par miracle vous survivez dans les abysses, abandonnez votre idée de rejoindre les terres du Sud. Pourquoi cela? Interrogea Matt, dont la curiosité était soudain en alerte. La vérité, c'est que nous connaissons cette reine. C'est un secret bien gardé ici. Une poignée seulement est au courant pour ne pas semer la confusion et la panique. Il y a plusieurs semaines, nous avons eu un contact. L'une de nos patrouilles est descendue de la mer sèche par son bord sud pour voir ce qui s'étendait au-delà. Elle s'est fait aborder par des hommes, des adultes en armure noire, avec des étendards rouges. Ils ont voulu les emprisonner au nom de leur reine Malronce. C'est ainsi qu'ils l'appellent.
sur les adultes et regardez, même entre nous, les différences nous poussent à tant de méfiance. Nous ne sommes pas encore prêts. À présent, je dois vous laisser. Je n'ai pas le droit de vous parler. Non, attendez, implora Matt. Cette reine malronce, que veut-elle? Pourquoi ordonne-t-elle d'enlever tous les enfants? Je l'ignore. Quoi qu'ils en fassent, c'est assurément abominable. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Vous avez la nuit pour vous y préparer. Adieu. Clémentis se redressa et disparut rapidement dans le dédale des couloirs. On ne peut attendre ici sans rien faire, lança Matt. Il faut sortir de ces cages. Je crois savoir où se trouve notre équipement. Il y a une grande réserve près de la salle d'armes où je me suis entraîné. Tobias, tu penses pouvoir manœuvrer l'un de leurs navires? Cette nuit? Non, je connais à peine le nom et l'utilité de chaque instrument. Je serais bien incapable de le faire naviguer. Tant pis, il faut tenter notre chance. Ambre intervint sèchement. Les chloropamphiles nous ont accueillis. Nous les avons trahis. Et maintenant, vous voulez leur piquer un de leurs bateaux. Vous ne croyez pas que nous en avons assez fait comme ça? Si on ne fait rien, demain matin, nous serons condamnés à redescendre là-dessous. Pesta Matt, en tendant le bras entre les barreaux pour montrer la cime de la forêt. Autant dire que nous serons morts avant le coucher du soleil. Je me demande si je n'ai pas fait une erreur, marmonna Ambre. En nous suivant, c'est ça? Trop tard pour les regrets. Nous sortons cette nuit et nous sortons tous les trois. Je ne laisse personne derrière. Si tu ne veux pas, alors nous serons bannis ensemble. Nous sommes l'alliance des trois. Tous ensemble, quoi qu'il arrive, c'est toi qui décides. Ambre se rapprocha de la cellule de Matt. Si on sort d'ici, Si on sort d'ici, je voudrais que vous me promettiez de ne plus agir comme des mecs. Vous êtes trop impulsifs, ça finira mal. Le plan d'hier, je ne le sentais pas, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. C'est promis, répondit Tobias aussitôt, sur le ton des excuses. Tu as raison. Nous ne t'avons pas écouté. Matt marmonna quelque chose qui ressemblait à un assentissement. Puis il attrapa les barreaux en bois de sa porte et commença à tirer dessus, de plus en plus fort. Oui, c'est l'ambiance. Il y a eu un craquement sec avant même que l'adolescent n'ait à user de toutes ses forces. Il avait arraché une partie de la grille. Il se faufila à l'extérieur et délivra ses compagnons de la même manière. Je fonce à la réserve pour essayer de récupérer notre matériel et nos armes, dit-il. Pendant ce temps, Tobias, tu vas préparer le bateau et Ambre, tu fais le plein de provisions aux cuisines. Ça vous va? Je ne crois pas que je pourrais faire
leurs sacs, leurs armes et tout ce qu'ils possédaient y était entreposé dans un coin. Matt se harnacha et fila dans les couloirs, les bras pleins, croulant sur le poids de leurs équipements. Tobias leur avait indiqué sur quel navire ils avaient débuté sa formation et il traversa le quai en silence pour y embarquer. Le poste de Vichy le plus près était trop haut pour pouvoir le distinguer, à moins que le garde ne se penche. Matt avait le ventre noué par la tension. Il suffisait qu'un bruit ou d'un insomniaque pour donner l'alerte. Qu'adviendrait-il d'eux ensuite? Matt trouva Tobias dans la cale principale, affairé à remplir 2 grandes cages en verre de feuillage. Cool. Je nourris les souffleurs pour qu'ils produisent de l'air chaud et gonflent les ballons, expliqua-t-il. Et ça va prendre longtemps. Absolument aucune idée. Tobias, faut qu'on parte avant le lever du jour. Je sais. Tobias courait pour entasser le plus de feuilles possible pour les limaces, puis il suivit du doigt les tuyaux qui partaient des aquariums jusqu'à atteindre les molettes. Il les tourna toutes et remonta sur le pont. Matt était inquiet pour Ambre qui n'était toujours pas revenue.
Soudain, le navire libéré retrouva son équilibre et allait s'éloigner du nid lorsque Matt tira sur la gaffe pour le garder contre la jetée. Les planches craquèrent. La première se fendit, puis la seconde. Ambre, fit Tobias, elle arrive. Matt serra de toutes ses forces les perches de bois, mais le poids du bateau était trop important. Il ne tiendrait plus longtemps. Ambre lança plusieurs sacs à bord, puis de lourdes gourdes avant de se hisser avec l'aide de Tobias. La troisième et dernière planche céda et Matt s'effondra sur le dos. Il faut faire monter les voiles, prévint Tobias, et vite, sans ça, on n'avancera pas. Et s'il n'y a pas de vent, s'alarma Matt en se relevant. N'oublie pas que nous sommes à près de 1000 mètres d'altitude. Il y en a toujours. Allez, venez. Je n'y arriverai pas tout seul. Suivant les instructions de Tobias, ils firent prendre le vent à 3 cerfs-volants de grande taille qui, eux-mêmes, entraînèrent d'autres voiles plus nombreuses. Et puis, celles-ci prenaient de la hauteur et se gonflaient. Plus elles tiraient sur de nouvelles voiles de plus en plus grandes. En un quart d'heure, il y avait assez de voilures dans le ciel, à l'avant du navire, pour traiter la tonne de bois au-dessus du feuillage. Je vais faire descendre le gouvernail dans la cime, s'écria Tobias, dès qu'ils furent à une centaine de mètres du nid. Matt s'approcha d'Ambre. Tout s'est bien passé. Tu as été sacrément longue, et j'avoue m'être un peu angoissée. Oui. La réponse était trop laconique. Matt s'interrogea. Lui voulait-elle pour les avoir mis dans ce pétrin, ou lui cachait-elle quelque chose? Cette direction, on prend, demanda Tobias depuis l'arrière. Matt observa Ambre un instant avant de partir rejoindre leur pilote, une boussole à la main. Le sud, l'extrémité sud de la forêt aveugle, en route pour le pays cynique et pour les terres de cette malronce. Matt jeta un dernier coup d'œil à Ambre, elle guettait le nid et ses dernières lueurs. Chapitre 18. La mort en rouge. L'Alliance des Trois naviguait sur la mer sèche toute la nuit. Tobias aux commandes, Matt obéissant à ses directives pour aller tirer sur tel ou tel cordage afin de ramener certaines voiles au fil des vents. Finalement, le pilotage s'avérait moins surmontable que prévu. Ambre s'était endormie dans la grande cabine. Ness se mit à blanchir lentement. Tu crois que Ambre nous en veut vraiment? Demanda Tobias. Probablement. C'est vrai qu'on a été idiots sur ce coup. Je ne regrette pas, avoua Matt, déterminé. Les chlorophomphiles sont mystérieux. Ils cultivent le secret. Le conseil des femmes est masqué. Leur histoire, leur origine sont tabous. Je sentais qu'ils ne nous disaient pas tout. Regarde, ils savaient pour la reine des cyniques. Faut les comprendre. Les seuls bancs qu'ils ont croisés ont essayé de les attaquer. Matt haussa les épaules.
Je reconnais que j'ai été un peu impatient et paranoïaque, dit-il, après avoir pris le temps de trouver les mots justes. Tobias savoura le vent frais qui lui caressait les cheveux. Cela faisait plusieurs mois qu'il ne les avait coupés, et il prenait peu à peu la forme et le volume d'un casque arrondi. C'est quoi le plan maintenant? Demanda-t-il. Trouver les cyniques, et s'il est impossible de les aborder sans que cela se transforme en guerre, alors les suivre pour voir ce qu'ils font de tous les pans qu'ils enlèvent. Au final, je suis certain qu'on parviendra à en savoir plus sur cette malronce et ses ambitions, et puis sur la vie de recherche qui me concerne. Voyant que Matt était préoccupé, Tobias lui tapota l'épaule. Comme il lui semblait qu'un bon ami devait faire en ces circonstances. Ils demeurèrent silencieux pendant l'aurore. La fatigue commençait à peser sur leurs paupières, leurs membres ankylosés, leur esprit embrumé. Ils maintenaient le cap et avançaient à bonne vitesse au-dessus de la cime. L'imposant gouvernail fait de bois et de morceaux d'acier récupérés était leur seul contact avec la forêt, laissant une piste de branchages cassés dans leur sillage. Matt tendit la main dans sa direction. « Je n'avais pas pensé à ça, pesta-t-il. Ils vont pouvoir nous suivre facilement. Tu crois qu'ils vont vraiment chercher à le faire? Le contraire m'étonnerait. » Ambre se leva au milieu de matinée, toute fraîche et souriante. « Si vous m'expliquez comment ça marche, je vais vous remplacer pour que vous preniez un peu de repos. » Tobias ne se fit pas prier. Il lui apprit à suivre le cap en jouant la voix sur le gouvernail et la voilure, et insista pour qu'elle s'assure régulièrement que les souffleurs disposaient de feuilles pour maintenir l'air chaud dans les ballons. Après quoi, il fonça dans la cabine en bâillant. Matt resta aux côtés de l'adolescente. Il observait pendant qu'elle barrait. Elle était très jolie, ainsi assise dans la lumière de midi. Le soleil ciselait ses taches de rousseur. « Je voudrais m'excuser, dit-il, après plusieurs minutes d'hésitation. Tu as raison, nous devons t'écouter davantage. » Ambre ne répondit pas. Agacé, Matt la relança. « Je t'ai dit que j'étais désolée. » « J'ai bien entendu, et j'en suis très contente, mais il faut que cela nous serve de leçon. Un jour, il se pourrait bien que nous n'ayons pas de seconde chance. » Ce qu'elle pouvait parfois l'énerver, il faisait l'effort de reconnaître ses torts, et plutôt que d'en l'en féliciter, elle s'en servait pour lui faire la morale. Il allait s'éloigner lorsqu'elle ajouta: « C'est intelligent de ta part de te remettre en question. Je ne l'ai pas vraiment pensé cette nuit quand j'ai dit que je regrettais d'être venue. »« Je sais, allez, on fait la paix, » plaisanta Matt en lui tendant la main. Elle se fendit d'un sourire et serra la main tendue. Un peu plus longtemps que nécessaire, ils se regardaient. Le contact était agréable. Puis Ambre lâcha la main de Matt. Il assura qu'elle ne
se coucher à son tour. Ils se retrouvèrent en milieu d'après-midi. Ambre était toujours aux commandes. Matt se servit d'un grand filet au bout d'une perche pour reconstituer les réserves des souffleurs et ramassa de grandes quantités de feuillage qu'il fit tomber dans la cale par l'écoutille ouverte. Ils mangèrent en fin de journée et la nuit tomba rapidement. Pendant la soirée, qu'ils passèrent tous les trois à l'arrière, près du gouvernail, Ambre remarqua une source lumineuse au loin, vers le nord. « Tu as des jumelles ?» demanda-t-elle à Tobias. Celui-ci les attrapa dans son sac à dos et les lui tendit. « C'est bien ce qu'il me semblait, » dit-elle après avoir sondé l'horizon. « Un bateau nous suit et il est très grand. » Le vaisseau matrice, firent en chœur Tobias et Matt. « S'ils nous attrapent, on n'a aucune chance face à leur sarpalitre, » ajouta Tobias. « Ils chercheront à nous aborder, » corrigea Tobias. « Ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur navire. En revanche, je ne serais pas étonné qu'ils nous passent par-dessus bord si nous sommes capturés. Après tout, c'est ce qu'on leur a fait. Tobias, tu as un moyen d'aller plus vite. » Le garçon secoua la tête. On est déjà au maximum. Ambre désigna le cube de substance molle qui les éclairait au milieu de la dunette. « Si on peut les voir, alors ils en font autant. Peut-être devrions-nous l'éteindre, vous ne croyez pas ? » « Il faut pouvoir garder le cap au sud, » rappela Matt. « De toute façon, notre gouvernail laisse un sillon derrière nous. Ils n'ont aucune difficulté à nous suivre. Non, notre seule chance, c'est d'arriver au bord de la mer sèche rapidement. Si nous le pouvons, nous laisserons le navire pour qu'il puisse les récupérer et nous rejoindrons la terre ferme. » Durant la nuit, ils se remplacèrent au poste de pilotage. Au petit matin, l'ombre du vaisseau matrice se découpait sur le paysage, plus près que jamais. À ce rythme-là, l'alliance des trois serait abordée avant la prochaine nuit. Toute la journée, ils guettèrent la silhouette imposante qui gagnait lentement du terrain. Au crépuscule, le navire amiral de la flotte chloropanphile se tenait à 500 mètres. Matt pouvait distinguer les têtes se pencher par-dessus le bastillage pour les observer. Devant eux, la mer sèche semblait se poursuivre à l'infini. Il fallait trouver une solution miraculeuse s'ils voulaient espérer s'en sortir. Tobias, fit Matt, à ton avis, si on nourrit les souffleurs sans arrêt, des quantités toujours plus grandes de feuilles, est-ce que le bateau va prendre de l'altitude? A-t-on une chance de pouvoir passer au-dessus du vaisseau matrice? Non, on est déjà presque au maximum. Le volume des ballons est calculé selon le poids qu'ils doivent soulever. Ils sont déjà saturés d'air chaud. On ne pourra pas faire plus, à moins de perdre beaucoup de poids. Matt se précipita dans les cales pour estimer ce qu'il pouvait jeter et revint déçu. Faut trouver une autre idée, vite. Avant même qu'il puisse faire une proposition, une imposante lumière rouge surgit des profondeurs de la mer sèche. La forêt s'agita sur plusieurs hectares
clignotement rouge s'intensifia. Un requiem rouge, hurla Ambre. Oh non, fit Tobias en serrant le gouvernail. Aussitôt, de gigantesques tentacules jaillirent de la végétation en arrachant des branches au passage. Ils tournoyèrent dans les airs à 20 mètres de hauteur, projetant une lumière rouge palpitante. Tout le monde à bord retint son souffle, attendant de voir ce qu'allait faire la créature réputée pour être ce qu'il avait de pire dans toute la forêt aveugle. Le clignotement rouge était si rapide qu'il ne laissait aucun doute sur l'état d'excitation qui l'animait. Elle chassait. Les tentacules projetaient la végétation dans tous les sens. Puis soudain, elle se figea. Les pseudopodes se rétractèrent et la lumière rouge disparut. Lorsqu'elle se ralluma, encore plus vive, le requiem rouge fonça vers le vaisseau matrice. Sous la lune éclairant ce spectacle sinistre, l'Alliance des Trois vit l'imposant navire effectuer une manœuvre spectaculaire en tournant brusquement. Une voile de carreaux d'arbalète s'envola pour plonger vers le monstre. Les premières secondes, le requiem ne sembla pas encaisser le moindre dommage, avant de subitement ralentir pour virer et prendre de la distance. L'accalmie fut de courte durée. Le requiem prit en chasse le vaisseau matrice par l'arrière. Il était si furieux que la lumière rouge était maintenant fixe, puissante, comme sa détermination à détruire sa cible. Les arbalètes firent feu à nouveau, puis le château arrière, moins nombreuse et moins précise. Le requiem gagnait du terrain. Il y eut soudain des flammes dans le ciel. Elles provenaient du vaisseau matrice et semblaient freiner le prédateur, mais il revint à la charge. Après plusieurs minutes, l'Alliance des Trois ne vit plus que les lueurs argentées du vaisseau matrice, le carmin sous la fondaison et les jets flamboyants qui illuminaient le ciel par intermittence. S'ils se font détruire par notre faute, je ne me le pardonnerai jamais, déclara Ambre. Je crois qu'ils ont réussi à le faire reculer avec le feu. Ils devraient s'en sortir, affirma Matt. Au bout d'un moment, tout danger avait disparu. Ils s'étaient éloignés et tout le monde retrouva un semblant de calme. Ils se réveillèrent comme la veille pour piloter. Le lendemain midi, Matt contemplait la mer sèche depuis la proue de l'embarcation. Combien de temps encore allait-il naviguer? Le cri d'Ambre le tira de ses réflexions et il se précipita à la poupe. Elle pointait du doigt la lumière rouge qui se rapprochait par le nord. C'est à nouveau le requiem rouge. Il nous a retrouvés, s'écria-t-elle. Il faut absolument gagner de la vitesse, s'affola Tobias. Jetez tout ce que vous pouvez par-dessus bord, et s'il y a assez de draps, essayez de les accrocher ensemble avec de la corde légère pour faire des voiles supplémentaires. Ambre et Matt firent rapidement quelques allers-retours pour balancer les meubles
nécessaire de survie que Ambre transportait pour soigner les blessures. Voilà, fit-elle, après 1 heure de labeur, ça ne résistera pas à une tempête, mais c'est mieux que rien. Ils firent monter leur voile improvisé à l'aide de cerfs-volants sur le même modèle que ceux qui équipaient déjà le bateau et gagnèrent quelques mètres carrés de voilure. Le Requiem était de plus en plus près, à moins d'1 kilomètre désormais. Lorsqu'il ne fut plus qu'à 500 mètres, 1 heure plus tard, et qu'il ne faisait plus aucun doute qu'ils allaient les rattraper, Matt avertit ses camarades. Mettez votre équipement, qu'on soit prêt à quitter le pont si nécessaire. Nous ne pouvons pas lutter contre lui. S'il attaque, il faudra s'enfuir par la forêt, aveugle, et espérer le semer dans la végétation. Matt retrouva son gilet en kevlar qu'il n'avait plus porté depuis presque 1 semaine, son épée et son grand sac à dos. Ambre se précipita dans la cabine pour en revenir avec des provisions qu'elle enfourna dans leurs affaires, les gourdes pleines. Le Requiem était maintenant à 200 mètres et fonçait en soulevant un nuage de verdure. Il devenait de plus en plus évident qu'aucune autre solution ne les sauverait. Matt hésitait. S'il attendait trop, le Requiem serait sur eux en un rien de temps. Mais s'il sautait maintenant, la vitesse risquerait de les blesser. Il s'approcha du bord. Le feuillage était épais, suffisamment pour amortir le choc. Ghostface 2810, bonsoir, merci. Vous êtes prêts? Interrogea-t-il. Ambre et Tobias acquiescèrent mollement. Matt enjamba le bastingage. Il faut sauter tous en même temps, sinon on va se perdre là-dessous, avertit-il. Tobias saisit son bras pour le retenir, une main tendue vers l'avant. Regardez, s'écria-t-il d'une voix tremblante où la peur et l'espoir se mêlaient. La mer sèche s'interrompait d'un coup. À moins d'1 kilomètre, le ciel semblait descendre sous la ligne d'horizon. Cette vision leur redonna la force d'y croire. Ils se précipitèrent à la proue pour tenter d'apercevoir ce qu'il y avait au-delà, sans rien distinguer. Et si c'était le vide? Matt supposa qu'il resterait à flotter dans les airs grâce au ballon. Il suffirait alors de réduire le débit d'air chaud avec les molettes pour progressivement regagner le plancher des vaches. Ils avaient une chance de s'en sortir. Matt avisa la distance qui les séparait du Requiem. Une bonne centaine de mètres. Combien de temps avant qu'il ne soit à portée des tentacules? 5 minutes. Le bord de la mer sèche se rapprochait, tout comme le Requiem rouge. Et alors qu'il franchissait les derniers arbres, le panorama se dévoila. La forêt retombait en pente âpre.
tire Ambre par son sac à dos. Le requiem glissa en arrière et sa masse spongieuse repartit dans les entrailles de son monde de ténèbres. Mais le navire était amputé de tout son tiers inférieur. Les cages des souffleurs avaient disparu et un sifflement inquiétant monta de la coque endommagée. Matt tira sur son bras qui soutenait Ambre pour parvenir à la hisser sur le pont et ils s'enroulèrent sur le plancher. Elle avait les yeux exorbités, frappée de terreur. Elle s'était vue mourir. Le bateau se mit à chuter. Les cordages tenant les ballons se rompirent les uns après les autres, libérant l'air chaud au passage. Tout le navire plongea et vint heurter la cime des arbres en contrebas. Les voiles continuaient de les entraîner et ils se mirent à dévaler la pente de toute vitesse. Les fêtes, des hauts sapins, arrachant un peu plus de la coque à chaque choc. Les traves se désagrégeaient de seconde en seconde. Ce qui restait du gouvernail fut arraché. L'écoutille du pont se souleva et s'envola, sectionna au passage d'autres haubans qui retenaient les ballons et manquant décapiter Tobias. Et puis le plancher se disloqua, les derniers ballons se dégagèrent et la dunette arrière où se tenait l'Alliance des Trois vint s'encastrer dans une butte en projetant ses occupants sur plusieurs mètres. Un nuage de poussière dessina un champignon au-dessus de l'épave, tandis que les voiles continuèrent de voler sans aucune charge au bout des cordages. Elle prit de l'altitude et devint rapidement des points sur le ciel bleu. Les trois adolescents étaient étendus, inconscients, au pied des contreforts, sud de la forêt aveugle, sur les terres de Malronce. Je vais arrêter là pour ce soir. Je reprendrai certainement demain pour la deuxième partie, le royaume urbain. Pour le début, il va falloir voir les anciennes vidéos. Comme tu peux le voir, je lis. Ça ne va pas être possible. Oh non. Oui. Étrange, oui. Je lis un livre de Maxime Chatin, l'Alliance des Trois. Là, je suis au deuxième tome. Si tu veux voir le début, donc tu peux revoir mes anciennes vidéos. J'ai aussi mis les toutes premières vidéos qui ne sont plus en ligne sur Twitch. Tu peux les voir. Sur YouTube. C'est un livre, on va dire une histoire fantastique de notre
follow. Merci à ceux qui ont suivi la lecture. Bonne nuit, bonsoir et peut-être à demain pour ceux qui veulent suivre.